Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 sagas de jeux vidéo qui nous manquent et qu'on voudrait revoir aujourd'hui. Alors j'en ai choisi 5, mais il y en a bien sûr plein d'autres qu'on verra sans doute dans d'autres épisodes. Allez, c'est parti. Shenmue. La série de jeux vidéo d'aventure Shenmue a été créée par Yu Suzuki et développée par l'équipe Sega M2 et elle est composée de 11 chapitres et reste pour le moment inachevée. Elle est d'ailleurs l'une des sagas de jeux vidéo les plus chères à produire. Une adaptation en anime du nom de Shenmue The Animation a même été créée et diffusée depuis le 6 février 2022. Parti pour créer un RPG tiré de la série Virtua Fighter, Yu Suzuki décide de faire des recherches en Chine dans le but de créer un jeu du nom de Virtua Fighter RPG, mais devient par la suite le projet Project Berkeley pour la console Saturn de Sega. Mais tout changera avec l'arrivée de la Dreamcast et fin 1998, ce projet devient Shenmue. Fondé sur le système Free ou Full Reactive Eyes Entertainment, le joueur peut tout regarder, tout voir et pratiquement tout faire. On peut dire que ce jeu a révolutionné l'industrie vidéoludique avec une dimension de liberté extrême et un réalisme remarquable. Et c'est le 29 décembre 1999 au Japon que sortira le premier opus de la saga. Le premier chapitre de la série se passe au Japon, à Yokosuka. Constitué d'environnements 3D en monde ouvert avec des combats free fight et de quick time event, il possède aussi des caractéristiques du jeu de rôle, de simulation de vie et de jeu de simulation sociale. Entre les effets météorologiques, les PNJ possédant leur propre vie, la nuit et le jour et plein de mises en scène très travaillées avec des éléments interactifs bien faits, Shenmue commence très bien. L'histoire suit un adolescent du nom de Ryo Azuki qui est un élève en arts martiaux et qui, après le meurtre de son père, se met en quête de vengeance dans cette ville japonaise des années 1980. C'est en rentrant chez lui que Ryo verra son père Iwao Azuki affronter en duel un étrange homme qui ne cesse de répéter qu'il souhaite récupérer un miroir. Mais le père de Ryo ne semble pas décidé à lui donner. Après que l'étrange visiteur ait pu récupérer le miroir, les deux hommes se battent jusqu'à ce que Iwao décède, provoquant chez Ryo une soif de vengeance et commencera ainsi son enquête pour retrouver les meurtriers de son père. Le jeu est tellement riche, les quartiers de la ville sont tellement grands, les quêtes sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas s'ennuyer en jouant au jeu. Shenmue possède une multitude d'activités, tellement de qualité que ce soit au niveau graphique ou scénaristique, le jeu, en plus, est varié et c'est un chef-d'œuvre, accompagné d'une bande-son extraordinaire. Ce monument de la Dreamcast est un jeu innovateur et c'est normal de commencer cette vidéo par cette saga. Jeu d'exploration en vue à la troisième personne dans ce décor merveilleux et ultra réaliste, dur de trouver des défauts à ce jeu que j'aime tant. Malheureusement, malgré un début de vente très bon et un jeu génial, il ne s'écoulera qu'à 1,2 million d'exemplaires dans le monde, ce qui n'est évidemment pas assez pour rentabiliser ses coûts de développement énormes. Et cela dû à plusieurs raisons, comme le fait que la Dreamcast n'est pas un premier choix au Japon, et le jeu est délaissé par les utilisateurs de Saturn ou ceux préférant s'acheter la nouvelle PlayStation 2, ou encore dû à une mauvaise campagne marketing par exemple. Suite directe du premier opus, Shenmue 2 sortira sur Dreamcast en 2001, et une réédition du jeu est sortie le 28 octobre 2002 en Amérique du Nord et le 21 mars 2003 en Europe, sur Xbox. Une compilation des 2 épisodes de la série intitulée Shenmue 1 et 2 est sortie le 21 août 2018 sur Windows, PlayStation 4 et Xbox One. C'est ainsi que Yu Suzuki réalise une des séries les plus merveilleuses, ambitieuses, mais aussi les plus chères du monde vidéoludique. Shenmue 2 reprend là où s'arrête celle du premier épisode. En effet, Ryo arrive à Hong Kong pour poursuivre sa quête de vengeance. Encore une fois, c'est une réussite pour ce nouvel opus. Les critiques sont élogieux sur ce deuxième Shenmue qui salue encore son graphisme remarquable, sa bande son magnifique, son ambiance unique et merveilleuse, ses mises en scène somptueuses, en fait sa réalisation dans son entièreté est applaudie. La modélisation et les animations sont formidables, tout cela dans des décors sublimes. On peut dire que ce jeu est une réussite complète. Mais malgré ses qualités, même si le premier Shenmue a connu des ventes décevantes, le deuxième opus est considéré comme un échec commercial.
Shenmue 3, le jeu a été financé par une campagne Kickstarter avec l'objectif de récolter 2 millions de dollars pour son développement, mais contre toute attente, ce financement a atteint les 2 millions de dollars en moins de 24 heures. Le jeu rentre par la même occasion dans le Guinness des records pour être le jeu à atteindre le cap du million de dollars le plus rapidement en 102 minutes. Il sortira le 19 novembre 2019 sur Microsoft Windows et PlayStation 4. Le jeu fait suite aux événements de Shenmue 2, ainsi Ryu Hazuki est toujours à la recherche de l'assassin de son père en Chine, mais rejoint par la belle Shenhua Ling. Nos deux personnages partent donc à la recherche du père de Shenhua, puisque ce dernier n'est pas rentré de la carrière où il travaille en tant que tailleur de pierre, et c'est ainsi que commence l'histoire. Cette fois-ci, le jeu n'a pas séduit les critiques, trouvant son gameplay lent et le jeu peu innovant, et le doublage est pointé même du doigt par IGN qui le juge calamiteux. Mais l'immersion est toujours spectaculaire. Mais le jeu a été plutôt bien accueilli par les fans de la première heure, mais pas vraiment pour les nouveaux venus. Ce qui est dommage, c'est que l'histoire n'a toujours pas de fin. Mais croisons les doigts, car un Shenmue 4, avec les technologies d'aujourd'hui et les qualités des premiers jeux, et l'amour des joueurs pour l'univers artistique de la saga, pourrait engendrer quelque chose d'exceptionnel. Mais vu les échecs commerciaux à répétition, cela semble compliqué. Golden Sun, c'est une série de jeux vidéo de rôle développée par Camelot Software Planning. Petit rappel de l'histoire car j'en ai parlé dans une autre vidéo. Golden Sun parle du monde de Weird où régnait le pouvoir de l'alchimie. Les habitants eux-mêmes possédaient des capacités magiques du nom de Psynergie. Malheureusement, des hommes avec de plus sombres intentions se sont servis de ce pouvoir. Pour éviter que leur monde soit le théâtre d'une destruction, un groupe de sages ont emprisonné l'alchimie dans 4 phares grâce à 4 étoiles élémentaires, une pour chaque élément et scellée par un sceau. Le temps passa et les êtres humains oublièrent même ses capacités à part quelques humains. Mais un jour, le sceau se brisa et les étoiles furent volées par des individus en quête de pouvoir. Mais voilà que Vlad et Gareth partent pour récupérer les étoiles volées et empêcher les phares élémentaires d'être réactivés en utilisant eux-mêmes la Psynergie. Le premier jeu vidéo de la saga est sorti en 2001 sur Game Boy Advance. Le jeu a connu un véritable succès tant pour sa jouabilité qui est très agréable que pour les combats au tour par tour nous permettant d'exploiter les capacités des personnages. Et l'univers magnifique est très bien travaillé. Le fait de pouvoir apprivoiser des créatures appelées djinns devenant ainsi des alliés pendant les combats et permettant donc d'établir ainsi des stratégies est vraiment une caractéristique bien appréciable. Ce jeu est complet et varié, les graphismes sont sublimes, son gameplay est efficace et les effets spéciaux sont vraiment bien réalisés. Golden Sun, l'âge perdu est un jeu vidéo sorti en 2003 sur Game Boy Advance. Il s'agit du second épisode de Golden Sun, la première partie étant sortie un an plus tôt. Également sur Game Boy Advance. Suite encore plus extraordinaire alors que le premier opus était déjà ultra réaliste. Dans cet opus, le joueur incarne Pavel, Lina, Celia et Pierce, accompagnés du vieil alchimiste Telos, et il commence là où s'arrête le premier épisode, mais ici il faut allumer les 2 phares restants pour briser le sceau, qui emprisonne le pouvoir de l'alchimie, et ainsi ramener le monde dans un âge d'or. Ce deuxième opus est plus long que le premier, reprenant à merveille les richesses du premier épisode, on retrouve les caractéristiques de la première partie, mais quelques innovations sont à noter, comme le fait de naviguer en bateau, ce qui fait qu'on peut ainsi aller un peu où on veut, et ça c'est plutôt plaisant, et cela rend le jeu un peu plus riche d'ailleurs. Il y a des psynergies totalement inédites, et pas moins de 72 djinns, capturables dans ce nouveau jeu. Un pur régal, toujours aussi beau et complet, un gameplay toujours aussi efficace et plaisant. Golden Sun, l'âge perdu est lui aussi un volet que l'on ne doit pas rater. Golden Sun Obscure Aurore, sorti en 2010. C'est la suite de Golden Sun l'âge perdu. Ce troisième volet se déroule à nouveau dans le monde de Weird, 30 ans après les aventures de Golden Sun, l'âge perdu. On y suit l'aventure des descendants des héros des 2 premiers volets. L'alchimie est à la fois source de civilisation et de destruction. Mais grâce aux exploits des héros dans les précédents volets, un sceau magique a permis de contenir l'alchimie dans le mont Aleph, sous la forme du Soleil d'Or. Le joueur incarne ici Matt, le fils de Vlad, qui comme son père est un mystique de la terre, et Terry, fils de Gareth, est mystique du feu, Kara, fille d'Ivan, est mystique de l'air, ainsi que Robin, fils de Sophia, est mystique de l'eau.
On a les 72 jeans du jeu et aussi 14 tablettes d'invocation que ces jeans peuvent déclencher lorsqu'ils sont en attente. Le jeu reste toujours aussi magique comme pour les premiers opus, et malgré des dialogues longs qui nous perdent parfois, le scénario reste bien travaillé. Le jeu est un peu facile mais nerveux, les combats sont nombreux, mais surtout les graphismes sont toujours aussi fantastiques, d'autant plus que sur la Nintendo DS, ils sont bien mis en valeur. Moins novateur que ses prédécesseurs et peu de nouveautés, cet opus reste quand même un très bon jeu que je n'hésite pas à conseiller. La saga Golden Sun a eu tellement de succès que de nouveaux opus seraient les bienvenus. Jak and Daxter est une série de jeux vidéo de plateforme aventure créée en 2001 par Naughty Dog. Le premier opus est sorti en 2001 sur PlayStation 2. En 2012, le jeu a été remasterisé en haute définition et porté dans une compilation disponible sur PlayStation 3, puis en 2013 sur PlayStation Vita, The Jak and Daxter Trilogy. Le jeu est ensuite porté sur PlayStation 4 dans un premier temps seul, le 27 août 2017, mais également dans un pack comprenant tous les jeux de la série le 6 décembre 2017. D'ailleurs, pour son 35e anniversaire, Naughty Dog a annoncé que les recettes des rééditions physiques des jeux Jak and Daxter développés en collaboration avec Limited Run Games pour la PlayStation 4 seront intégralement données à des associations caritatives. Jak and Daxter sont deux meilleurs amis vivant dans le village des Sables, mais un jour, alors qu'ils se rendent sur l'île de la Brume, qui est pourtant interdite d'accès, ils observent un rassemblement de lurkers. Des monstres se rapprochant des gorilles qui seront les ennemis dans le jeu. En prenant la fuite, Daxter tombe dans un puits contenant de l'écho noir et se transforme en peloutre, sorte de chimère de couleur orange et poilue ressemblant à un mélange entre une belette et une loutre. Et c'est ainsi que nos deux compères partent en quête d'une solution pour rendre à Daxter sa forme originale. Le joueur contrôle Jak et dispose d'un double saut, ainsi que de la capacité à donner des coups de poing ou de faire la toupie, de rouler, de ramper et de nager même si les eaux abritent un poisson féroce. Le développement du jeu a commencé en janvier 1999 sous le nom de Code Project Y. Et il y avait initialement que 2 programmeurs sur le projet, le reste de l'équipe s'occupant du jeu Crash Team Racing 1999. De plus, au départ, il devait y avoir un 3e personnage, enfin une créature qui aurait servi d'animal de compagnie qui évoluerait comme un Tamagotchi. Jak est un héros muet. D'ailleurs, pour le cofondateur du studio Naughty Dog, Jason Rubin, le joueur s'implique mieux dans le personnage. Pour Daxter, l'une des principales inspirations est le personnage de Mushu, du film Mulan, des studios Disney. La suite du premier opus, Jak 2 hors la loi, est quant à lui sorti en 2003. Ce second opus commence à la fin de l'année 2001. Naughty Dog s'inspire des grands jeux qui viennent de sortir sur PS2 et donc ainsi l'idée du monde ouvert devient une évidence. Jak 2 sera néanmoins le premier jeu Naughty Dog à recevoir un classement Peggy 12 à sa sortie pour violence et langage grossier. Cette fois-ci, Jak parle et le jeu raconte que lors de leur arrivée à Abbeville, Jak et Daxter sont séparés de Samos le Sage et de Kera. Et Jak se fait kidnapper par la milice locale appelée Crimson Guards et devient par la même occasion le sujet du projet Dark Warrior du baron Praxis. Et c'est ainsi que par la suite il est capable de se transformer en Dark Jak, une version bestiale de lui-même, s'il récolte assez d'écho noir. 2 ans après, Daxter retrouve enfin Jak et les 2 amis collaborent avec un groupe de résistants. Différent du premier volet, la mécanique de jeu autour de l'écho, qui donnait des bonus temporaires, a été changée pour offrir des possibilités d'attaque et l'introduction d'armes comme le Morph Gun, une arme à feu multi-usage qui fait partie des nouveautés. L'accueil du jeu est vraiment très bon malgré quelques petites critiques mentionnant un jeu trop sombre, trop ouvert, avec peut-être trop d'activités ou de mini-jeux. Mais ce deuxième opus reste une merveille. La suite de Jak 2, hors la loi, arrive en 2004 sous le nom de Jak 3 et il sera le dernier jeu en monde ouvert de Naughty Dog à ce jour. Le jeu commence quand Jak, qui a été banni d'Abbeville, est abandonné dans les terres pelées accompagné de Daxter, ainsi que Pecker. Mais ils sont trouvés par Damas, le roi de la cité Spargus. Ce même roi demandera que Jak le serve en retour pour lui permettre de rester dans la ville et de remplir sa dette pour lui avoir sauvé la vie. Et ce même roi qui se dévoilera comme être quelqu'un d'important pour Jak. Mais lors d'une mission, Jak est trouvé par Ashlyn, qui le supplie de revenir à Abbeville pour la défendre des Metalheads et des nouveaux Gwena Thanato Robots. Le scénario correspond très bien au scénario précédent, graphiquement très bon aussi, sans trop de changements et avec son gameplay varié et fluide, qui rend le jeu facile à jouer. Jak 3 est une très bonne suite. Malheureusement, les aventures de nos 2 amis s'arrêteront là, même si en 2005 il y a Jak X qui sortira et qui est un jeu d'action et de course.
Les événements de Jack X se déroulent après ceux de Jack 3, mais le jeu n'a pas de rapport avec nos expériences de jeu précédentes. Un an après les événements survenus dans Jack 3, Abbeville se reconstruit progressivement après la fin de la menace des créateurs noirs. Et un nouveau sport appelé la course de combat arrive et est organisé dans la ville de Kras, une ville dangereuse remplie de gangsters. Nos personnages reçoivent une invitation faite par la fille de Crew, Rain. Après avoir porté un toast, Crew révèle à travers un enregistrement que tout le monde présent a été empoisonné afin de courir pour son compte au prochain championnat de Kras et que s'il gagne, ses associés leur offriront l'antidote. Personnellement, je n'ai pas accroché, même si j'ai apprécié retrouver l'univers et les personnages. J'ai trouvé que le jeu était répétitif, la conduite nerveuse mais brouillon, et surtout on n'est plus dans la même chose que les 3 premiers opus, puisque ce n'est plus le même type de jeu. Alors même s'il n'est pas non plus très mauvais, ni même mauvais, pour ma part, je n'ai pas été atteinte positivement par cette expérience de jeu. Ensuite, il y a eu Daxter, un jeu vidéo de plateforme développé par Ready at Dawn Studios et édité par Sony Computer Entertainment en 2006 sur PlayStation Portable, qui se déroule durant le dernier mois de l'ellipse de 2 ans dans la séquence d'ouverture de Jack dehors la loi, entre le moment où Jack est détenu prisonnier par les Grenagard et le moment où Daxter vient le délivrer de la forteresse Grenagard. Et raconte les aventures de Daxter pendant ce temps sans Jack. Un jeu où c'est Daxter la star, c'est une idée plutôt cool. Le jeu est d'ailleurs très bon. Dans cette aventure totalement nouvelle qui complète la série des 3 premiers volets, on retrouve Daxter dans ce jeu qui est vraiment bien conçu, entre humour et challenge. Car en effet, le jeu propose des défis qui nous permettent pas de nous ennuyer. On peut même faire des parties en duo bien amusantes. Graphiquement digne des opus précédents avec son univers très bien représenté et des graphismes jolis, le jeu est très appréciable visuellement et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on joue avec Daxter, tout cela accompagné d'une bande sonore au top et d'un scénario très amusant. Vraiment l'un des meilleurs jeux sur PSP pour ma part. Puis arrive Jak and Daxter The Lost Frontier, qui est un jeu vidéo développé par Impact Games sorti fin 2009 sur PlayStation 2 et PlayStation Portable. Il s'inscrit dans la lignée de la série Jak and Daxter, mais celui-ci n'est plus développé entièrement par Naughty Dog, juste partiellement, car cette tâche a été confiée à Impact Games. Le jeu se déroule peu de temps après les événements de Jack X. Nos 2 amis doivent découvrir ce qui se cache derrière la pénurie d'écho qui menace le monde. Ils vont alors devoir voyager jusqu'à la mystérieuse Lost Frontier, où il y a une énorme quantité d'échos noirs instables, si bien que Jack ne pourra pas se transformer en Dark Jack. Cet opus est, comment dire, sans vouloir vexer, plutôt médiocre, malheureusement. Que ce soit au niveau du gameplay, du scénario ou même du level design, ce jeu montre tellement de mauvais côtés qu'on est attristé de voir une de nos sagas préférées finir comme ça. La caméra, par exemple, est une horreur, qui ne nous aide pas en plus pour apprécier les distances, pourtant caractéristique très importante dans le jeu. Esthétiquement en plus, le jeu n'est pas efficace. On voit un jeu plutôt vieux, dû au moteur 3D vieillissant, créant des graphismes mauvais. Le jeu ne possède pas vraiment de grandes innovations. Tout cela porté par un scénario décevant. Pour moi, ce jeu mérite son mauvais accueil par les joueurs qui se sont sentis trahis et déçus. Pour moi, on ne reconnaît plus la franchise et ça fait mal. Et c'est pour cela que nous, fans de la première heure, on est plutôt attristés que la saga se finisse là-dessus. Et qu'on espère tous encore pouvoir incarner nos personnages préférés dans une aventure merveilleuse. Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie est une série de jeux vidéo de plateforme créée par Rare en 1998. Le joueur contrôle un ours nommé Banjo et un oiseau rouge nommé Kazooie dans des aventures dans lesquelles la sorcière Grunty est la principale antagoniste. Banjo-Kazooie est le premier volet de la série et ce jeu de plateforme, donc en 3 dimensions développé par Rare, a été édité par Nintendo en 1998 sur Nintendo 64. Ici, la sorcière Gruntilda a enlevé la sœur de Banjo, Tutti, pour lui voler sa beauté, et nos 2 personnages principaux partiront en quête pour libérer la sœur de notre ours préféré. Brentilda est une fée bienfaisante et la sœur de Gruntilda, mais Brentilda aidera le duo en leur donnant des indications sur Gruntilda, mais aussi 2 autres protagonistes viendront rejoindre notre duo. Il s'agit de Bottles, la taupe malvoyante, et Mumbo Jumbo, un chaman qui n'est autre que l'ancien maître de Gruntilda. Tout se passe dans un univers composé de la montagne spirale d'une part et de la tanière de Gruntilda, qui donne accès à 9 mondes présentant pour chacune d'entre eux un thème particulier. Rare, déjà l'auteur du merveilleux Donkey Kong Country, nous donne ici un premier jeu de la franchise
exceptionnel. Avec un gameplay magnifique et doté d'une grande précision et un humour génial, on ne peut que accrocher. Pour progresser dans le jeu, il vous faudra tirer parti des capacités de chaque personnage du duo, qui d'ailleurs se complètent à merveille. Les gris-gris du magicien Mumbo Jumbo seront à ramasser car en les présentant au magicien, il vous transformera en plusieurs choses, comme en crocodile par exemple. Graphiquement très beau, avec des textures remarquables pour l'époque, les personnages sont superbement modélisés et la bande-son est un pur régal. Banjo-Tooie est, comme le précédent épisode de la série, un jeu vidéo de plateforme pour la console Nintendo 64. Le jeu est proposé sur Xbox Live Arcade depuis avril 2009. Il se déroule dans 9 mondes contenant 90 pièces de puzzle. 2 ans après la défaite de la sorcière Gruntilda dans le premier opus, la paix est revenue depuis sa chute du haut de sa tour, la coinçant sous un rocher dans la montagne perchée. Mais un soir, un tremblement de terre vient perturber la soirée de notre duo accompagné de leurs acolytes jouant à une partie de poker. Ce séisme a été provoqué par les 2 sœurs de Gruntilda, décidées à délivrer cette dernière, réduite à l'état de squelette. Mais les 2 sœurs ont conçu une machine capable d'aspirer l'énergie vitale d'autres êtres vivants, permettant à Gruntilda de retrouver son aspect physique d'antan. Voulant se venger, Gruntilda lancera un puissant sort en direction de la maison de Banjo, frappant de plein fouet Butters, qui tombera devant ses amis et se retrouvera à l'état de fantôme. Plein de chagrin, Banjo, Kazooie et Mumbo Jumbo accompagnés de la taupe Jam-Jar et de Oompa Woomba partiront ainsi faire payer les actes de ces machiavéliques sorcières. Ce jeu d'action et de plateforme en 3 dimensions possède, contrairement à ceux du premier opus, des mondes interconnectés. Ce deuxième volet offre de nouvelles capacités et de nouveaux mouvements que nos 2 héros soient ensemble ou non, car en effet nos 2 personnages peuvent se séparer et réaliser des actions impossibles à effectuer lorsqu'ils sont réunis. Dans ce nouvel opus, on trouve aussi des dizaines de variétés d'œufs différents et on pourra parfois contrôler Mumbo afin d'invoquer et de contrôler des créatures. Dans ce volet, outre le mode aventure solo, il existe aussi un mode multijoueur permettant de jouer à des mini-jeux avec d'autres joueurs. Ce jeu hyper qualitatif démontre bien le grand talent des développeurs encore cette fois-ci, mettant encore une fois en valeur la Nintendo 64 par le biais de jeux de plateforme. Ce titre a bien vieilli et reste un réel plaisir à jouer, mais aussi à découvrir. Avec les niveaux magnifiques et variés, des graphismes toujours aussi sublimes et encore plus renversants, l'humour toujours autant hilarant, des personnages attachants et un gameplay au top, c'est la recette d'un jeu prodigieux. Après le rachat de Rare par Microsoft en 2002, Banjo-Kazooie, la revanche de Grunty, sort sur Game Boy Advance en 2003 et marque la fin de la série sur les consoles Nintendo. Le jeu se situe donc entre Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie, et débute 2 mois après Banjo-Kazooie alors que Gruntilda est toujours enterrée vivante sous un gros rocher. Klungo, son loyal serviteur n'arrivant pas à la libérer, construit un corps en forme de robot pour y transférer son âme. De retour, elle kidnappe alors Kazooie et remonte 20 ans en arrière pour empêcher le duo de se rencontrer. Mais grâce à Mumbo, Banjo parvient à remonter dans le temps pour tenter de l'arrêter. Encore une fois, les joueurs sont agréablement surpris de la qualité de ce nouveau jeu ne faisant pas honte à la série. Encore une fois, on est aussi agréablement surpris de la réalisation de celui-ci et encore une fois, on n'a qu'une seule envie, celle de jouer, de rejouer auprès de nos personnages qu'on aime tant, et tout cela dans la même ambiance qu'on adore. Même si les graphismes ne sont ici pour une fois pas le point fort, même s'ils sont toujours plutôt bons, on apprécie toujours autant sa jouabilité, sa bande-son et son atmosphère. On apprécie moins sa durée de vie, malheureusement trop courte. Mais testez-le tout de même, il vaut le détour. Un jeu hors série du nom de Banjo Pilot est sorti en 2005. C'est un jeu vidéo sur Game Boy Advance avec les personnages de la série Banjo-Kazooie, qui est semblable à Diddy Kong Racing avec des courses basées sur les mondes issus des opus de la Nintendo 64, Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie. Le 3e épisode en 3D de la série est Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, sorti en 2008 sur Xbox 360. L'histoire se déroule 8 ans après Banjo-Tooie. Alors que Banjo et Kazooie sont dehors, soudain la tête de Gruntilda sort et décide de se battre contre eux. Mais c'est là qu'un robot interrompt la situation. Il s'agit du seigneur absolu des jeux vidéo qui décide de les tester dans une course lors de laquelle Banjo, maintenant obèse, échoue. Après cet échec, il leur demande de se rendre à Duelville pour effectuer des mini-jeux afin de récupérer des notes de musique et des pièces de puzzle. Ne vous inquiétez pas, l'humour qu'on aime tant est toujours présent dans cet opus. La ville, quant à elle, est assez riche et plutôt sympa. Et c'est dans ce lieu que vous aurez accès aux autres mondes du jeu. Ici, on a encore affaire à un jeu de plateforme. Ils sont juste intégrés des véhicules pour se déplacer qu'on peut d'ailleurs construire nous-mêmes. Les niveaux sont variés avec des défis bien sympas faisant appel à votre bon sens et votre imagination.
Idée originale mélangeant plateforme et véhicule, ils offrent des possibilités inédites et avec une difficulté correcte selon les défis, tout cela dans l'atmosphère fidèlement préservée de la saga depuis ses origines. Et je n'oublierai pas de parler de la bande-son que j'ai personnellement trouvée grandiose. Ce jeu est une réussite et une suite de la saga validée par les joueurs. On voudrait revoir notre duo encore aujourd'hui dans leurs aventures. On peut dire qu'il nous manque beaucoup. Final Fight est une des séries de beat'em up réalisées par Capcom. Le premier épisode est sorti en 1989 sur système d'arcade CP System. Ainsi, le premier opus de Final Fight sur Mega CD se passe dans les années 1990 à Metro City, où la délinquance et le crime sont le quotidien des habitants. Alors que le nouveau maire et l'ancien catcheur professionnel Mike Hagar, qui a pour but d'éliminer les gangs qui font régner la terreur sur sa ville, sa fille Jessica se fait enlever par un de ces gangs, mettant Mike dans une extrême colère. Il partira donc à la recherche de sa fille avec Cody et Gear. Avec des sprites très bien animés, des graphismes superbes, on a même l'impression de jouer sur borne d'arcade plutôt que sur console. En plus, les musiques sont vraiment bien travaillées et nous accompagnent très bien dans le jeu. On peut dire que ce jeu est une réussite. Final Fight 2 est quant à lui sorti sur Super Nintendo en 1993. Il a été réédité sur la console virtuelle de la Wii en 2009. Dans ce jeu, le joueur peut incarner l'un des trois personnages, Hagar, Maki ou Carlos. Le but du jeu est d'éliminer à nouveau le clan Mad Gear. La petite amie de Guy, Rena, et son père sont enlevés par Mad Gear. Maki décide alors de contacter Mike Hagar pour lui demander son aide pour sauver son père et sa sœur Rena. Avec un gameplay plus plaisant que le premier opus et des personnages charismatiques et des graphismes magnifiques, ce deuxième volet très réussi a su attirer son public. Les seuls reproches sont le peu d'innovation et la variété de coups trop pauvres engendrant un sentiment de répétition. Mais le jeu reste tout de même sympathique à faire. Il y a eu Mighty Final Fight, développé et édité par Capcom, sorti en 1993 sur NES. L'histoire, bon, Jessica a été enlevée, voilà, on connaît l'histoire. Et ce n'est pas l'histoire ici qui nous intéresse, vu que c'est la même que précédemment. C'est plutôt le support différent. Ainsi, dans un univers avec des graphismes magnifiques de façon cartoon, le joueur prend plaisir grâce au level design très bien travaillé et un gameplay vraiment plaisant. C'est ça surtout qu'il faut retenir de ce jeu, c'est qu'il est très beau. Les niveaux sont variés et posent des ambiances propres. La difficulté croissante permet au jeu de ne pas être ennuyant. La durée de vie est correcte. Le portage est très fidèle à l'arcade et transporte cette fameuse ambiance donnée par celle-ci. Ce jeu est une perle qu'il faut essayer et ce jeu exploitait à fond les capacités de la console lors de ces dernières années. Final Fight 3 est quant à lui sorti sur Super Nintendo le 22 décembre 1995 au Japon et le 13 mars 1996 en France. Le jeu revient avec le personnage nommé Guy accompagné de Mike Hagar et introduit deux nouveaux personnages, Lucia et Dean, possédant leurs propres capacités, qui vont tenter d'en finir une fois pour toutes avec Skullcross, le boss du gang Mad Gear. Bon, on ne joue pas à ce jeu pour le scénario, je préfère prévenir, mais pour le jeu en lui-même. Vous pouvez faire l'aventure à deux, qui est plutôt sympa, ou avec un personnage contrôlé par la console si vous n'avez pas d'amis et pas de curly. Les graphismes sont très bons et les personnages ainsi que les décors sont très bien détaillés. Et la maniabilité est excellente, par contre le jeu est plutôt court, ce qui est dommage. Par contre ce jeu se joue avec plaisir et vaut le détour. Il y a eu un Final Fight Revenge, donc c'est le jeu vidéo développé et édité aussi par Capcom en juillet 1999, mais sur système d'arcade STV. Mais c'est le jeu qui suivra qui nous intéresse. Final Fight Streetwise, qui est sorti en 2006 sur PlayStation 2 et Xbox. Dans ce jeu, on est dans Metro City à la recherche de notre frère kidnappé et vous ferez tout pour le retrouver. Le jeu change un peu de direction en essayant de ressembler à une sorte de GTA en 3D avec une progression relativement libre, ce qui change pas mal par rapport au précédent volet. En effet, on se balade dans les quartiers à la recherche de missions diverses, où la violence est assez omniprésente en pleine rue. Malheureusement, le gameplay possède quelques soucis, en étant par exemple parfois trop approximatif pendant les combats et la caméra se montre parfois très chiante. La durée de vie est courte, mais malgré ces quelques inconvénients, ce jeu reste un très bon défouloir et plutôt fun. Final Fight Double Impact, sorti en 2010, est quant à lui une compilation de deux jeux. On y retrouve ainsi une version remaniée de deux hits arcade, à savoir Final Fight, un remake du premier opus, et Magic Sword, un autre bon beat'em all. Les deux jeux sont jouables en coopération et proposent des graphismes remaniés. Pour le Final Fight, on retrouve les graphismes d'époque mais perfectionnés par Proper Games, qui ont
proposer plusieurs versions utilisant divers filtres embellissant le côté graphique du jeu. Le gameplay est toujours plaisant et dynamique, cela fait plaisir de retrouver ce jeu qui, accompagné de Magic Sword, permet une durée de jeu assez conséquente. Bref, cette saga épique mérite qu'on s'y penche une nouvelle fois. Voilà pour cette vidéo, bien sûr je n'ai pas pu mettre toutes les sagas encore une fois, mais ça sera pour d'autres épisodes. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis bonne game à tous, bye bye.